Nous avons depuis maintenant 2 ans lancé un projet franco-wallon qui s'appelle Habitat Défi Jeunes. Et donc, vous avez quelques illustrations ici de journées qui se sont déroulées, notamment avec des jeunes, comme vous voyez, qui travaillent dans des ateliers. Et ce projet est tout à la fois soutenu par le Fonds européen de développement régional, donc ce qu'on appelle les fonds FEDER, projet ici franco-wallon, mais du coup, nous sommes également soutenus par la région wallonne d'une part et par la MEL, c'est-à-dire la métropole lilloise. Alors, c'est un projet qui se veut très 360 degrés, raison pour laquelle, évidemment, ça fait écho à la journée d'aujourd'hui où on réfléchit à l'accompagnement social 360 degrés. Vous en saurez plus d'ici quelques minutes. Donc, on essaye de penser jeune, oui, mais au niveau de l'habitat, en lien avec l'emploi, en lien avec la formation, en lien avec la mobilité. Donc, nous menons toute une série d'activités. Et pour ça, nous sommes toute une série de partenaires. Côté français, nous avons Arcadis, qui est un partenaire de foyer jeunes travailleurs qui, aujourd'hui, je pense, porte un autre nom. Donc, désolé pour les partenaires. Mais voilà, donc Arcadis qui se situe à Roubaix. Nous avons l'école sociale située à Lille qui est l'ISL. Nous avons également des partenaires plus régionaux qui sont l'URAGE, donc également sur cette logique de foyer jeunes travailleurs, mais de manière régionale. Et puis du côté wallon, nous avons Habitat et Participation. Voilà, c'est nous. On s'intéresse beaucoup à l'habitat participatif. Nous avons également une école sociale côté wallon située à Mons qui est la Ella. Et puis, nous avons également 2 autres partenaires de terrain, l'Étape, qui est donc, entre autres, une association de promotion du logement et une maison d'accueil, ainsi que Reloja ou Relogea, qui est également une association de promotion du logement. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Alors, une petite citation, parce que c'est vrai que c'est quand même toujours important de se rappeler. Je vous la lis. Cette jeunesse se conduit avec une suffisance vraiment intolérable. Elle croit avoir la science infuse. Quand moi j'étais jeune, on nous apprenait les bonnes manières et le respect que l'on doit à ses parents. Mais la nouvelle génération n'a de cesse de contester et elle veut avoir raison. Il est un fait certain que les jeunes sont d'une extrême insouciance. Ben voilà, ça c'est tiré d'un journal. Ah non, ah ben non, ça date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Oui, donc c'était juste pour vous dire que le fossé des générations, c'est pas nouveau. Donc on est toujours le con d'un autre, comme on dirait gentiment, ou le vieux d'un autre. Et donc on sent toujours qu'on n'est plus, c'était mieux avant. Nous, on a eu une meilleure éducation, ça c'est sûr. Les jeunes, c'est quand même plus la même chose. Et donc, ce fossé-là, il n'est pas nouveau. On sera toujours en décalage et on est bien animé de dire à nos jeunes qu'eux aussi, un jour, ils seront vieux, un jour, ils seront adultes et ils seront dépassés par rapport à certains. Donc, ça, c'est pas nouveau. C'est toujours important de se rappeler quand on est aussi travailleurs sociaux par rapport à un public de jeunes vulnérables. Alors, le contexte de notre travail social, ben c'est vrai, dans quel univers travaillons-nous? Regardez, ben voilà, on est à distance, tous les uns des autres. On n'aurait jamais quand même pensé faire un colloque de cette manière-là. Donc, c'est vrai que le 21e siècle, c'est quand même quelque chose. Alors, on a essayé un petit peu de voir dans quel contexte on travaille. Alors, qu'est-ce qui change un peu par rapport à ce qu'on a peut-être connu précédemment? Il y a des choses qui sont quand même pas très sympas. C'est vrai qu'on se rend compte qu'on a un phénomène de surconsommation, qu'on est en train d'un peu détruire cette planète, que du coup, ben oui, le climat, tant que c'était un ours sur sa banquise, on avait quand même l'impression que ça ne nous concernait pas trop. Et puis maintenant, quand on voit toutes les catastrophes naturelles, quand on voit ce virus qui arrive, quand on voit tous les phénomènes qui nous arrivent avec cette surconsommation, on se dit bien que voilà, il y a des choses à changer. Alors avant, si j'avais un problème dans mon village, pas trop de soucis. Maintenant, dès qu'il se passe quelque chose à l'autre bout de la planète, ça me concerne. On voyage et donc voilà, le monde est mon village.
On a eu un président des américains qui a été quand même le roi des fake news. Donc, c'est vrai qu'on n'a jamais été autant dans les théories de complot. On n'a jamais été aussi informé, surinformé, désinformé. L'information ne vient plus d'un seul canal ou de deux, trois, il vient de 10 000 canaux. Et donc, c'est vrai qu'on est bombardé de tous sens. Et puis, voilà. Et alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de génération sacrifiée. J'ai repris mon Vif l'Express. C'était pendant les vacances, les 15-25 ans, génération sacrifiée, point d'interrogation. C'est vrai qu'on a une jeunesse qui est en train de vivre des moments qui ne sont quand même vraiment pas chouettes. Pas de voyage, pas de sortie, les relations, alors que c'est l'essence même de la jeunesse qui est en train de partir en vrille. Donc, c'est vraiment pas évident. Et donc, ça crée beaucoup, beaucoup d'angoisse. Alors, pourtant, c'est bizarre, ces angoisses, parce que vous allez dire, mais dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais connu une période aussi en paix. C'est vrai que si on prend la France et la Wallonie, la Belgique, ben, c'est vrai que vaut mieux quand même naître dans les années 80 que naître en 1900 et connaître deux guerres mondiales. Ici, c'est vrai que c'est quand même relativement la paix qu'on connaît. On n'est quand même pas dans des conflits armés, dans des envahissements sur nos territoires. On a quand même une démocratie. Alors, tant bien que mal toujours, mais on est dans la démocratie et on a un filet de sécurité sociale qui permet quand même notamment de mettre des gens en confinement, par exemple. Et donc, on a quand même des filets de protection. Ça, c'est quand même toujours bien de s'en rappeler. Alors, vous allez dire, mais on est quand même des gros gâtés qui s'angoissent. Ben, ce n'est pas tout à fait vrai non plus, parce qu'il n'y a quand même pas d'angoisse illégitime. Et pour ce faire, je vais vous donner une étude qui a été menée par Vincent de Golojac, qui est un sociologue et qui est professeur de sociologie et directeur d'un laboratoire d'études des changements sociaux à l'Université de Paris, qui justement s'est pensé sur ces angoisses de notre société actuelle et qui a essayé de chercher les causes de ces angoisses qui sont plus diffuses et qui surtout ne se justifient pas par un contexte de guerre, par exemple. Alors, c'est dû à quoi ces angoisses? Ben, il identifie plusieurs choses. Un, c'est l'individualisme à outrance. Tout repose beaucoup sur nos épaules. Tout dépend de nous. Alors, tout dépend de nous. Si tu veux un travail, tu dois faire des formations, c'est parce que tu dois être motivé, c'est parce que tu dois avoir la volonté, c'est ton bonheur, ça dépend de toi. Et donc, tout repose sur nos épaules. D'ailleurs, dans le travail social, on parle énormément d'activation. Il faut s'activer, il faut se mettre en mouvement, il faut trouver l'énergie, ça dépend de vous. Et donc, tout repose sur les épaules. Même dans les discours de nos ministres et des présidents, c'est la responsabilité personnelle, individuelle. Même si on a une responsabilité collective, ça commence d'abord par nous et c'est notre responsabilité, même si on a parfois un peu l'impression d'être dépassé. Oui, alors bonjour à tous. Par rapport à ça, en fait, moi j'avais émis aussi une hypothèse complémentaire à celle d'Anne-Catherine, qui était en lien avec les rituels du passage de l'adolescence à l'âge adulte, où en fait finalement quand on regarde l'évolution un peu de ces rituels, auparavant on avait le service militaire pour les garçons qui symbolisait justement ce passage à l'âge adulte, et pour la femme à l'époque c'était le statut de mère et de femme au foyer qui symbolisait ce passage. Et du coup, la reconnaissance de la société passait par ces rituels. Aujourd'hui, avec la mutation et l'évolution de la société, ces rituels n'existent plus. Et du coup, les jeunes n'ont plus de repères, cherchent d'autres rituels pour générer ce passage qui est plus clairement identifié. C'est du coup un terrain propice aux conduites à risque, notamment aux réseaux sociaux qui prennent du coup de l'ampleur. Et qui s'empare du coup de ce terrain vierge, si je puis dire, et de cette perte de repères, avec également une influence finalement de la culture et de l'environnement proche du jeune. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. J'ai trouvé un super mémoire fait par une étudiante belge, il faut quand même le reconnaître, de l'université de Louvain, qui a fait un super mémoire là-dessus. Je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat, comme ça vous pourrez les regarder. Mais c'est super intéressant, il y a plein d'auteurs du type Victor Turner qui ont exposé l'influence du contexte socio-culturel dans ces rituels de passage. Alain Ehrenberg, pour rejoindre le propos d'Anne-Catherine, qui disait que dans son ouvrage L'individu incertain, que l'individualisme oblige en fait l'individu à être libre.
Et ce qui est intéressant aussi, le concept de post-adolescence de Joël Gendreau, qui, dans son ouvrage L'adolescence et ses rites de passage, parle du retardement du passage à l'adolescence, de par le fait que les jeunes n'accèdent pas tout de suite au travail après avoir un diplôme, et que du coup, ça rallonge du coup cette période de passage à l'âge adulte. Voilà, je vous mets le lien, vous irez regarder si ça vous intéresse, mais voilà, je ne voulais pas trop m'étaler. Merci à vous. Pour compléter aussi ce que Laurie dit, donc c'est vrai qu'il y a tous les rites de passage. Je vous invite à faire un peu le topo de. On avait les communions, on avait les mariages, on avait tous ces moments-là, on a les baptêmes. Tous ces rites aussi ont tendance un peu à disparaître. On a aussi auprès de nos jeunes et de la société en général aussi tous les mouvements collectifs. Donc, ça veut dire avant aussi, on a eu le phénomène des gilets jaunes, mais il y avait bien longtemps que les gens ne s'étaient pas mobilisés autant, ni pour le climat, ni pour la société. Et il y avait tous ces mouvements de syndicalisme aussi, de corporation. On faisait partie d'une corporation et donc on avait un mouvement de groupe qui portait des choses. Ces tendances à l'individualisation brisent les solidarités et l'effet de groupe. Et donc ça, c'est quand même embêtant. Comme les mouvements aussi festifs, le carnaval, les marches, les processions, tous ces mouvements collectifs où on était un peu tous ensemble à se regrouper, à avoir l'impression qu'on se reprenait l'énergie les uns des autres, et ben voilà, ça aussi, tout ça, c'est un peu en perte de vitesse. Et donc, on se retrouve un peu plus isolé. Alors, par rapport à ça aussi, je regarde un peu parce que j'ai le PowerPoint qui est un peu plus bas, donc je ne sais pas si vous avez aussi les sources d'angoisse qui apparaissent. Voilà, la source d'angoisse n'est pas claire. C'est vrai que dans les années 80, par exemple, c'était clair. Les méchants, c'était les Russes. Les gentils, c'était les Américains. Voilà. Pendant la guerre, c'était les nazis. Et donc, la cible, elle était claire. On savait qui on devait combattre. Et les choses étaient faciles. C'était très dichotomique, mais au moins les choses étaient claires. Pour le moment, depuis l'arrivée du 21e siècle, ce qui se passe, c'est qu'on a un peu l'impression que l'ennemi est partout, tout le temps, n'importe quand. Alors, c'est vrai que avec toutes les histoires d'attentats, notamment de virus, on a eu la grippe aviaire, la peste porcine, maintenant on a le Covid, on a eu Ebola et ainsi de suite. Ce qui se passe un peu, c'est qu'on a l'impression que maintenant on peut être touché partout et à n'importe quel moment. Et surtout que ça peut toucher tout le monde, enfants, femmes, jeunes, vieux, tout le monde est dans le même sac et dans des moments où normalement on n'était pas du tout prévu pour ça. Et donc ça crée des sources d'angoisse quand même non négligeables et ça crée une drôle d'ambiance, quoi. Alors le dernier élément aussi, c'est les désillusions des projets scientifiques. C'est vrai que aussi dans les années 80, 90, ça avait déjà commencé dans les années 70, on avait un peu l'impression que la science allait répondre à tout. On allait tout soigner. L'homme qui valait 3 milliards, hein, pour les plus anciens parmi vous, on allait te remplacer morceau par morceau. On allait quasiment avoir la vie éternelle, la maison automatique, tout allait se faire à notre place et ça allait être merveilleux. Ben oui, on se rend compte que cette science à outrance, eh ben, elle a vraiment des effets secondaires très importants sur notre nourriture. On ne sait plus ce qu'on mange, on ne sait plus d'où ça vient, sur nos ressources naturelles, sur le chômage. Ben oui, on a tellement mécanisé que pour finir, on a moins besoin de main-d'œuvre. Et donc, ça touche à tous les domaines de notre vie et on se rend bien compte que ce n'est pas par la science que les choses vont se réparer ou avancer. Et on a fait un grand mouvement en arrière. On est plutôt dans la simplicité volontaire. On se rend bien compte qu'il faut arrêter de surconsommer comme on le fait. Et donc, on a freiné des cas de fer et donc on se retrouve dans un mouvement qui est inversé. Et donc, on a un peu l'impression qu'on a un mouvement charnière aussi, que les jeunes se disent « Mais qu'est-ce que vous avez foutu toutes les années avant avec vos trucs là ?» Et nous, on se retrouve avec l'univers tel qu'il est maintenant, à être privé de liens sociaux, d'ouverture au monde et de pouvoir avoir accès aux ressources. Donc, c'est quand même pas très évident. Alors, voilà notre petit jeune.
on va essayer de voir un peu en quoi… C'est vrai qu'on est des travailleurs sociaux, il y a une partie des partenaires qui se concentrent vraiment sur un public jeune, 18-30 ans, et puis il y a une partie des partenaires qui ne travaillent pas exclusivement avec ce public-là. Et c'est vrai qu'on s'est souvent posé la question de, tiens, est-ce que en quoi c'est différent de travailler avec ces jeunes plutôt qu'avec d'autres types de publics, dans d'autres problématiques. Et c'est vrai que unanimement, les travailleurs sociaux disaient oui, mais enfin, avec les jeunes, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Alors, en quoi c'est pas tout à fait la même chose que travailler avec des personnes en vulnérabilité et peut-être plus âgées? Alors, on a essayé de creuser et trouver la spécificité de ce public-là. Et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'informations qui viennent un peu de toutes parts, mais une qui est quand même très, très importante et qui nous vient des dernières nouveautés au niveau des neurosciences, où maintenant, vous savez qu'on a des techniques IRM pour aller voir ce qui se passe dans notre cerveau notamment. Et c'est quand même une information, on va voir une petite vidéo après qui va approfondir la chose, mais c'est vrai que c'est important de savoir que le cerveau est en construction jusqu'à 25 ans. Et c'est pas rien, vous verrez dans la vidéo qui va suivre. Mais donc, c'est quand même important de savoir que, ben oui, au niveau psychique, au niveau du fonctionnement du cerveau, ben, on va se retrouver face à un être humain qui ne fonctionne pas exactement de la même manière que vous si vous êtes plus âgé. Du coup même, il y a les structures psychiques qui sont aussi plus fragiles. La personne est en construction, elle est en plein chantier. Et donc, il y a des bosses et des fosses, comme on dirait chez nous. Et donc, c'est quand même aussi plus complexe. Et donc, il y a aussi une fragilité psychique. Dans des études qui ont été menées auprès des personnes sans abri, par exemple, on a eu quand même une étude quelques années d'ici sur Charleroi, on montrait que les jeunes qui, pour des raisons diverses, en précarité multiple, se retrouvaient à devoir… après avoir quitté le foyer familial ou un centre, devait errer chez des amis d'abord et puis en rue, on voyait que la clochardisation, comme on dit chez nous, le fait de vraiment être en rupture avec les structures de société, quand elle se produisait, avait des conséquences beaucoup plus terribles parce que les jeunes partaient vite en errance, pouvaient vite se détacher des choses et pouvaient avoir vite des conséquences psychiques, mentales, de santé beaucoup plus graves et donc étaient plus difficilement récupérables. Et donc, il fallait être très vigilant à mettre un filet de sécurité beaucoup plus important pour ce type de public qui risquait plus d'être en danger. Et donc, ça, c'est quand même des choses importantes à mettre en place. Alors, je vous invite, Kelly va lancer la petite vidéo qui est réalisée sur les neurosciences. Je pense que c'est quand même très important d'entendre ce que les dernières avancées. Et donc, sachez bien que le propos qui est tenu est bien pour des jeunes jusqu'aux environs de 25 ans. Pourquoi aux environs de 25 ans? Parce qu'il faut savoir bien dans nos régions, si vous étiez au dernier webinaire en tout cas, savoir que dans nos régions en France et en Belgique en tout cas, nous avons le phénomène un peu de Tanguy. Donc, on a plutôt une tendance à retarder la mise en autonomie de nos jeunes et donc, du coup, aussi à un peu allonger le phénomène de l'adolescence. Et donc, les propos qui sont tenus là, ça concerne bien le public cible dont on est en train de parler. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Boudier. Votre adolescent est parfois très excité, ou bien c'est parfois un véritable zombie. Il réagit mal à vos propos. Il préfère, à votre grand regret, sa console de jeu à ses devoirs. Et vous vous demandez pourquoi. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les découvertes des neurosciences sur le cerveau de votre ado. Avant l'apparition des technologies médicales sophistiquées comme l'IRM, on pensait que le cerveau finissait de se construire à la maternelle et qu'il était pleinement opérationnel au CP. C'est en partie vrai. Saviez-vous que votre cerveau va atteindre 95% de sa taille à 6 ans? Oui, mais après ça va changer. Il va réellement se remodeler à partir de 12 ans. Et ça,
jusqu'à l'âge de 25 ans. Et oui, 25 ans. Pour être pleinement sophistiqué. Peut-être que pensez-vous que le bouc émissaire de la crise d'adolescence, ce sont les hormones et notamment la testostérone pour les garçons et la progestérone pour les filles. Ce qui entraîne tous les changements que vous connaissez, ce qu'on appelle la puberté. Certes, la testostérone chez les hommes pourrait être responsable de l'agressivité. Et encore, certaines études contredisent cela. Elle serait surtout responsable du désir sexuel et de la domination. Mais ce que l'on connaît moins, c'est l'hormone qui pourrait être responsable en partie du fait que votre ado est en colère, excité, déprimé parfois ou un zombie. Je veux parler de la mélatonine. Le sommeil est important pour tout le monde, mais surtout pour les ados, qui produisent la nuit une hormone de croissance indispensable à son développement. La mélatonine, c'est l'hormone de l'endormissement qui va apparaître chez les adultes à 10 heures du soir et chez les ados à 1 heure du matin, selon les études scientifiques. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les ados sont excités le soir et que ce sont des véritables zombies au réveil. En fait, la crise d'adolescence va surtout se produire au niveau cérébral. Un adulte, pour prendre des décisions en évaluant les choix et en pesant le pour et le contre, il va utiliser le cortex préfrontal qui contrôle les impulsions et les émotions et favorise le jugement. C'est le cortex préfrontal chez l'homme qui va être développé en dernier. L'ado, lui, va perdre des connexions cérébrales. Son cerveau va devenir plus mince pour bien pouvoir développer son cerveau et se spécialiser dans certains domaines. Imaginez que ça pourrait être comparable à un grand chantier dans vos villes, ce qui arrive parfois, et certains immeubles sont détruits, d'autres sont reconstruits. Des zones parfois sont inaccessibles. Et oui, votre adolescent parfois n'a pas toute sa tête. Son cerveau est encore en construction et immature, et les connexions cérébrales sont plus lentes. C'est comme si par exemple, par rapport à un adulte, il roulait sur une départementale alors que vous roulez sur l'autoroute. Ainsi, il va mettre plus de temps à prendre une décision que vous. Mais la bonne nouvelle, vu qu'il y a une sélection des neurones dans son cerveau, c'est l'âge idéal pour apprendre des nouvelles choses, comme par exemple jouer d'un instrument, apprendre une langue ou faire du sport. Et cela va former des super connexions dans le cerveau. En revanche, jouer à Candy Crush toute la journée ne va pas être terrible, car il va développer des connexions qui, à mon avis, ne servent pas à grand chose. Désolé pour vous, les Candy Crushophiles. La formation de ce cerveau joue un rôle dans l'attitude des ados. Une expérience a été faite au McLean Hospital dans le Massachusetts. On a montré à des adultes et des ados, en leur faisant un IRM pour observer leur cerveau, des expressions du visage. Plusieurs expressions. Quand les adultes identifiaient correctement la peur sur les visages, les ados y voyaient de la colère, la surprise et de la stupeur. Ils voyaient donc pas les bonnes émotions et les subtilités dans les émotions. Grâce à l'URM, on a pu voir que les adultes utilisaient une partie différente de leur cerveau. Ils utilisaient le cortex préfrontal. Eux, les ados, réagissaient plus avec leurs tripes, avec l'amygdale qui se trouve derrière la nuque, siège des émotions. Et oui, monsieur le préfrontal, on l'a bien vu, se forme en dernier. Les émotions sont donc exacerbées, ce qui explique parfois les changements d'humeur. Ils réagissent sans utiliser le cortex préfrontal, siège du contrôle, et ils ont du mal à lire les expressions des autres et les intentions qu'il y a derrière. Le cortex préfrontal, en général, aide les gens à rentrer en relation avec l'autre. Imaginez ce que peut ressentir un ado lorsqu'il interprète mal une expression d'un visage. C'est peut-être parfois pour ça qu'il vous envoie sur les roses. Et ça, c'est pour être poli. Ce problème d'impulsivité mène à des conduites à risque, comme des conduites parfois à excès, faire des excès de vitesse, prendre de la drogue, surtout le cannabis, de l'alcool.
Or, malheureusement, c'est à ce moment-là que leur cerveau est le plus fragile, car on l'a vu, il est en construction. Les études montrent que les ados sont plus susceptibles de devenir accros aux drogues que les adultes, car ils sont plus sensibles au système de récompense du cerveau, qui s'appelle le noyau accumbens. En effet, ce système se développe bien avant Monsieur Préfrontal. Des scientifiques ont présenté des grosses récompenses à des ados et leur cerveau s'allumait comme un feu d'artifice, beaucoup plus que les adultes, mais ne s'allumait pas quand la récompense était faible. Ainsi, ils préfèrent obtenir une récompense forte, comme gagner à des jeux vidéo, prendre des risques qui vont leur apporter un gros plaisir immédiat, plutôt qu'apprendre à l'école pour obtenir une bonne note, qui est une faible récompense sur le court terme. Je remercie les profs pour leur patience et je sais de quoi je parle, ma compagne étant prof en histoire. Mais je voudrais finir sur du positif. Le bénéfice de cette reconstruction est que les ados sont certes plus lents, mais plus adaptables pour se préparer au monde des adultes. On pourrait voir aussi leur impulsivité comme de l'audace et un début d'indépendance pour construire leur personnalité. Ben oui, ils vont partir de chez vous un jour. On pourrait voir leur saut d'humeur comme de l'empathie et leur excitation comme de la passion. Les ados ont donc beaucoup d'énergie qui va disparaître avec l'âge, sauf évidemment pour ceux qui restent des éternels ados. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien abonnez-vous ou likez-la. Et vous êtes libre de télécharger mon livre gratuit numérique pour donner confiance en soi à votre enfant et vous trouverez le lien ci-dessous. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos. Les jeunes vulnérables de base, ok, donc on voit bien qu'au niveau déjà du fonctionnement, il y a des choses spécifiques qui se passent chez les jeunes. Puis maintenant, ils sont en pleine construction, donc vraiment aussi dans les moments des apprentissages et donc dans leur environnement, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte aussi auprès de ces jeunes. C'est les fragilités génétiques aussi. On n'est pas tous égaux par rapport au niveau de la naissance et donc ben voilà, il y a toute l'histoire transgénérationnelle qu'on hérite à la naissance et qui nous donne des fragilités génétiques. Par exemple, votre potentialité de dopamine, par exemple, est différent d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont avoir peut-être plus de joie de vivre que d'autres. Des facteurs environnementaux aussi, ben, on n'a pas tous la chance de naître dans les mêmes familles avec le même contexte socio-économique, la même classe sociale, la même ouverture à plein de choses. Et alors, on a aussi notre histoire fait qu'on va avoir des besoins abîmés. Alors, quand on parle de besoins abîmés, on fait souvent référence à la pyramide de Maslow, que vous avez vu apparaître à votre écran. La pyramide de Maslow, Maslow passe dans sa réflexion en disant, voilà, il faut que les besoins, c'est comme quelque chose, une pyramide qu'on remplit. Hein. Il faut remplir les besoins physiologiques pour que la personne puisse s'orienter sur des besoins de sécurité, pour qu'elle puisse enfin s'intéresser à tout ce qui est l'amour et l'appartenance pour enfin aller vers l'estime et pour aller vers l'auto-actualisation. Ça, c'est une manière de voir les choses. Moi, j'ai plutôt envie de vous présenter celle qu'on a récemment découverte. C'est plutôt la manière de voir des 12 besoins de Jean-Pierre Pourtois. Je vous invite d'ailleurs, j'espère qu'on le voit bien sur le site. Je vais peut-être essayer de voir sur l'écran. C'est un livre. Voilà celui-ci. Donc, c'est les ressources de la résilience, Jean-Pierre Pourtois, Bruno Humbeck, Huguette Desmet. Et dans ce cadre-là, Jean-Pierre Pourtois et son équipe présentent une autre manière de présenter 12 besoins. Et donc, dans ces 12 besoins-là, il en éjecte 2 quand même, qui sont les besoins physiologiques et de sécurité affective. Ils disent, voilà, ça c'est vraiment le socle hyper important. Il faut d'abord donner un toit, il faut que les gens aient le ventre rempli, qu'ils soient en santé. Ça, c'est vraiment ces besoins physiologiques et de sécurité affective, comme on a pu le voir dans les précédents webinaires avec tout ce qui est l'attachement. Vraiment cette importance d'être là-dedans. Et donc, au niveau des besoins affectifs, cette vision des choses qui n'est pas pyramidale, mais qui est plutôt systémique, c'est dire aussi que
on peut nourrir les besoins en fait en interagissant sur les autres. Donc, si vous prenez ces 4 sphères, qui sont la sphère, il y a la dimension sociale, il y a la dimension affective, idéologique et cognitive. Mais au niveau affectif, vous avez bien sûr tout ce qui est l'attachement, ce qui se construit. On s'attache à sa mère en naissant ou à une figure de référence. On doit se sentir accepté, investi. Ça veut dire qu'on doit avoir un projet pour moi. Mes parents, ils ont quelque chose pour moi. Ils ont des espérances pour moi. Et ça, c'est important. Il y a toute la dimension sociale, de communication, de considération, de structure. Donc, j'ai besoin d'un cadre parce que ça va m'aider à me construire dans mes besoins. La dimension cognitive, on doit me stimuler, on doit me donner la possibilité de découvrir des choses. Mozart n'aurait jamais su qu'il était un génie si on ne lui avait pas mis un accès à la musique, un violon dans les mains, un piano. Il faut expérimenter, on doit pouvoir tester les choses et on doit pouvoir se renforcer là-dessus. Alors, au niveau idéologique aussi, ça c'est très important, on n'en parle peut-être pas encore assez. C'est l'idée aussi que je vais apprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est mal. Je vais apprendre ce qui est vrai, ce qui est faux. Et je vais apprendre aussi ce qui est beau, ce qui est laid. Je vais aussi avoir une vision esthétique qui fait aussi partie de l'apprentissage. Et tout ça, on va apprendre. Et dans une vision systémique, ce qui est intéressant, c'est que je ne dois pas nourrir de la base vers le haut, mais le fait de nourrir une dimension va interagir sur les autres dimensions. Je vais peut-être demander à Kelly de passer à la diapo suivante. Excusez-moi, je vous bombarde un peu de bouquins peut-être pour le moment, mais je suis en mode confinement hyperactif. C'est Marie-Ange qui m'a conseillé ce livre. Je vous invite vraiment en cette période de confinement. Ça date de juin 2020. C'est Frédéric Lenoir qui est à la fois philosophe et théologien, qui a écrit ça, Vivre dans un monde imprévisible. Il a un article justement sur les sécurités affectives et j'aimais beaucoup ça en intervention où il disait, en fait, en d'autres mots, ce qui me semblait aussi manquer dans la pyramide de Maslow. Autant la typologie des besoins élaborés par Maslow me semble pertinente, autant leur hiérarchisation peut prêter le flanc à la critique. De nombreux auteurs ont constaté que certains besoins, comme l'appartenance ou la reconnaissance, étaient tout aussi fondamentaux pour vivre que les besoins physiologiques ou de sécurité. Il donne quelques exemples, par exemple. Il a été montré notamment que des bébés qui étaient bien nourris et qui étaient dans un cadre sécure, s'ils n'ont pas de soutien affectif, s'ils ne se sentent pas aimés, s'ils ne sont pas valorisés dans le discours, peuvent en mourir. Et donc, que cet amour, qui est pourtant dans la 3e strate, est indispensable pour que les 2 autres fonctionnent. Même chose pour les ados, hein, on sait très bien, et nos jeunes adultes qui préfèrent acheter un smartphone que payer leur loyer parce que le besoin de reconnaissance pour eux semble plus important que le fait d'avoir un toit sur leur tête. Même chose aussi dans un univers comme le nôtre où on voit aussi certaines radicalisations qui apparaissent. Je peux mourir pour des idées ou par la foi en étant bien manipulé. Et donc, on voit bien aussi qu'on peut faire abstraction de ces besoins fondamentaux. Mais le fait de renourrir tous les autres peuvent renforcer les autres besoins. Donc, ça, c'est quand même une vision systémique qui est quand même fort intéressante à développer pour la suite de notre propos. On va terminer cette matinée par le fait de voir du référent bienveillant au tuteur de résilience, la posture du travailleur social dans l'accompagnement pour terminer cette matinée. Alors, le petit dessin. Voilà. Eh bien, vous voyez, à côté du jeune apparaît l'accompagnant. Il est à côté de lui. Et j'aimais beaucoup hier, on a la chance de partager avec le dessinateur. Il me disait ça. On lui avait expliqué un petit peu tout ce qu'il y avait dans le contexte et il me disait, ça me fait penser, j'ai rencontré des jeunes migrants dans les plateformes citoyennes et il dit souvent, vous les citoyens, vous les travailleurs sociaux, vous nous orientez et nous, on se guide tout seul. Il y a quelque chose d'un peu de ça aussi dans l'accompagnement. On est à côté, c'est embrouillé toujours pour le jeune. Il sait bien que quelque part, il doit avancer, mais
voilà, cortex préfrontal ou tout ce que vous voulez, il a bien difficile de s'y retrouver et il a bien difficile de prendre des décisions. Alors, on a titré ça du référent bienveillant en tuteur de résilience. Ça nous semblait important de montrer qu'il y a aussi une évolution. Tous les jeunes que nous rencontrons dans notre accompagnement ne sont pas traumatisés. On va reparler de ce trauma-là, mais il y a des jeunes vulnérables qui ont des problèmes ponctuels pour lesquels il faudra un petit coup de pouce. Il y en a certains où on sent que les problématiques sont déjà beaucoup plus lourdes. Et là, il faudra certainement un accompagnement un peu plus intense, un peu plus long. Et puis, on va jusqu'aux personnes où on voit qu'ils ont connu des réels traumatismes. Et on entendait bien dans les partages de ce matin que ça arrive de plus en plus souvent, hélas. Et donc, je dis souvent à mes travailleurs, quand ils racontent des histoires, que Rémi sans famille peut aller se coucher. Parce que c'est vrai que les histoires sont quand même assez dramatiques dans les parcours des jeunes qu'on doit accompagner. Alors, parfois, c'est bien de se rappeler certaines choses pour garder la motivation. C'est que heureusement, tout ne se joue pas avant 6 ans, parce que c'est quand même un truc qu'on nous a bombardé pendant des années. Hein, et donc, ça a mis la pression sur les parents. Donc, surtout, on doit continuer à mettre la pression sur les parents, c'est pas ça. Hein, mais ça veut dire qu'on peut réparer à tout moment quelqu'un. Et en tout cas, tout ne se joue pas avant 6 ans. Je suppose aussi, et nous supposons que si vous êtes complètement tapé pour avoir décidé d'être travailleur social, c'est que vous avez quelque part la conviction que tout le monde peut s'en sortir. C'est quand même un bon préjugé de départ pour démarrer. Le troisième, parce que des fois on me dit oui, il n'est pas motivé, il est là, il ne bouge pas, oh là là, c'est difficile à secouer, mais le jeune, s'il est là devant vous, c'est qu'il a quand même fait un premier pas, qu'il a été à votre rencontre. Et ça, c'est quand même déjà bien de ne pas l'oublier. Et puis, je dirais dans le 4e point, c'est de se rappeler, on a les précédents webinaires, notamment qui nous ont aidés là-dessus, qu'on a parlé du job coaching et de la psychomotricité. Se rappeler les travaux de John Bowlby sur les troubles de l'attachement. Hein, ce qui permet à quelqu'un de retrouver de la sécurité affective, l'importance de ce référent bienveillant qui est souvent au départ sa maman, mais qui n'est pas toujours, faute de famille ou de référents familiaux, qui peut être un éducateur, qui peut être un professeur, enfin une personne de référence grâce à laquelle on va pouvoir se reconstruire. Et aussi tous les travaux de Boris Cyrulnik sur la résilience, mais là on va en parler un peu plus. Et j'aime beaucoup cette phrase-là. Rien ne serait joué d'avance. Face à l'adversité, l'être humain trouverait des ressources en lui-même et dans son environnement. Donc, il faut compter sur le jeune, hein, c'est primordial, bien entendu, mais il faut compter sur son environnement. Cette visée positive d'un sujet dont le devenir n'est jamais inéluctable est en phase avec l'époque contemporaine en pleine mutation, parce que c'est vrai que ça bouge beaucoup dans son environnement, ça bouge beaucoup pour lui, et il doit pouvoir tenir compte de ses ressources et de son environnement. Alors, on a une palette d'interventions, comme je le disais tout à l'heure, dans l'accompagnement. Mais en tout cas, il y a des choses, il y a le kit minimum de base de tout travailleur social, et donc c'est quand même bien de se le rapporter. Le besoin d'un regard bienveillant sur le jeune. Apprendre, c'est se tromper. Hein, et donc, c'est important de regarder quand même de manière bienveillante le jeune qu'on accompagne et de se dire que voilà, il n'a pas tout son cerveau complètement construit, ça aide. L'importance aussi d'accueillir le jeune et de créer le lien. On pourra passer peut-être plus de temps dans les prochains webinaires ou dans les prochains Social Lab à parler de l'importance de l'accueil. C'est ce moment clé où on va avoir une accroche, où le jeune va poursuivre l'aventure ou dire stop. Et donc, ce moment est crucial et c'est le moment pour créer le lien. Et pour faire référence à nos précédents travaux sur Interreg 3 et 4, notamment pour ceux qui ont participé, quand on interviewait les personnes accompagnées, on leur demandait c'est quoi la première qualité d'un travailleur social? Eh bien, c'est qu'il soit sympa. Eh bien oui, il faut qu'il soit sympathique, souriant, qu'on a quand même l'impression qu'on ne l'emmerde pas quand on arrive. Et donc, qu'il y ait au moins sentir qu'on est accueilli, attendu.
et qu'on va prendre le temps de la rencontre avec la personne. Ça, quel que soit le processus qui va s'enclencher, du coup de pouce jusqu'à la résilience, en tout cas, c'est le kit primordial. Alors, voilà, j'ai trouvé la photo là assez chouette. Ça vient d'un bouquin de Isabelle Fillosa, qui est justement sur l'adolescence, qui prend cette image-là tant pour l'éducateur que pour le parent. C'est important quelque part, on est dans une idée d'envol vers l'autonomie et de pouvoir parfois penser qu'on est un peu un porte-avions, qu'on est une base. Tout à l'heure au matin, je pense que c'est Véronique qui partageait ça, mais elle disait parfois on a l'impression qu'on intervient et puis hop, le jeune part et puis hop, il revient. Mais oui, c'est un processus, il est en cheminement le jeune et il doit avoir quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui il peut compter, il peut prendre son envol, il peut revenir. Et c'est quelque chose de sécure de savoir qu'on a quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on peut se poser et qu'on peut interpeller quand on a des soucis. Donc, pensons qu'on est des porte-avions, ça peut être intéressant de temps en temps. Oui, alors en fait, il nous semblait important d'aborder ce concept qui est en fait un concept issu de la biologie, de la physiologie. L'homéostasie, mais en fait, c'est effectivement un système qui va maintenir son équilibre par une régulation. D'ailleurs, le lien se fait directement quand on parle des homéostats corporels. C'est le corps qui garantit un maintien de la température optimale. Ben, c'est un peu le même principe en travail social. C'est-à-dire que on est face à une personne, ou en tout cas donc un jeune, qui va vouloir lutter pour maintenir cet état d'équilibre. Et cette résistance au changement va générer, en tout cas peut-être une inhibition de ce processus dynamique qui va aller vers le changement. Alors l'idée, c'est pas de jouer aux apprentis sorciers, puisque effectivement c'est un système qui est mis à mal notamment dans les travaux d'accompagnement thérapeutique, où le thérapeute va venir bouger la personne qui est sur son fil, qui est en mode funambule. Pour nuancer le propos, on a choisi l'image des jumelles pour le travailleur social, c'est-à-dire inciter le jeune à regarder sa situation avec d'autres jumelles pour générer justement ce changement et casser cette résistance à ce qui peut faire peur, ce qui peut angoisser, parce que forcément les habitudes, ça rassure. Donc c'est comment on va regarder autrement et on va aider le jeune à regarder autrement pour pouvoir avancer. Et alors il y avait effectivement Guy Oslos dans la compétence des familles, qui disait une phrase que j'aimais beaucoup, qui était parfois c'est quand ils nous détestent qu'ils avancent. Donc je pense que parfois le travailleur social, il doit être sympa, mais que parfois peut-être pour générer un changement, il faut parfois accepter de devenir le bouc émissaire, parce que c'est parfois en devenant le bouc émissaire que le jeune va avancer, quoi. Voilà. Après à débattre, mais pas tout de suite, mais voilà, c'était un petit peu l'idée. Voilà. Merci Laurie. Donc on voit que c'est vraiment dans cette rencontre-là de ce qui se passe, dans la prise de conscience, être à côté du jeune pour l'aider à prendre conscience de certaines choses, d'autres pistes, d'autres routes. Et alors ici aussi, on va vous inviter à aller sur un site, enfin on va faire le lien parce que visiblement on va avoir le même problème que tout à l'heure. On va vous donner un lien dans le chat sur une vidéo qui est très intéressante. Alors c'est réalisé à destination des jeunes, des ados et des jeunes adultes. Vous allez voir certainement que vous allez vous y retrouver, mais c'est vrai que c'est important. Le jeune est le résultat de tout ce qu'on lui a raconté dans son enfance, dans sa scolarité, ses professeurs, ses parents, ses proches, ses amis. Et ça va en fait constituer aussi de manière intrapsychique des freins et il va falloir pouvoir en prendre conscience quand on voit arriver ce jeune à la porte de nos associations, de nos services. On doit se rendre compte que de manière interne aussi, parfois les blocages sont externes, mais que les blocages sont aussi
interne à l'intérieur du cerveau. Et là, avec la vidéo en question, vous allez avoir une belle idée de ce qui se passe dans nos têtes et qui peut faire qu'on ne veut pas changer ou qu'on ne veut pas se mettre en route ou qu'on veut bien rester figé dans ses problèmes. Look at the world is ashes, and all we have left are wishes. Ça te dirait qu'on parle d'un truc que tu t'infliges à toi-même? Ou pas? L'auto-sabotage. Tu sais, c'est le mécanisme inconscient qui des fois prend le contrôle de ton cerveau quand tu veux faire un truc nouveau et qui te fait faire n'importe quoi, histoire que tu foires bien ton projet comme il faut. Oui, c'est le cerveau. Si c'est bon pour l'objectif de demain, tout est réglé au poil. Par contre, j'ai vu avec le saboteur là, finalement ce qu'on va faire, c'est qu'on va oublier de mettre le réveil. Parmi les autosabotages les plus célèbres, il y a la procrastination. C'est quand tu trouves plein de bonnes raisons de rien faire parce que tu veux pas prendre le risque de rater, ou quand t'as subitement besoin de te concentrer à tout prix sur autre chose que ce que t'es en train de faire. Ah, sinon, il y a aussi un comportement addictif. Ça, c'est plutôt quand t'as vécu dans un environnement tellement toxique que pour le supporter, t'as mis en place des trucs comme le mensonge, l'alcool, la drogue, la bouffe, qui te coupent de la sensation d'insécurité dans laquelle tu as joyeusement grandi. Des fois, c'est même ton corps qui s'y met en te collant des effets psychosomatiques pour t'empêcher d'y aller. Attention, ça va piquer. Si le saboteur, c'est inconscient, on peut pas en être conscient, donc on peut pas agir dessus. Va sucer des piles. Pour détecter si t'es en autosabotage, commence par t'écouter penser. Si, par exemple, tu emploies des mots comme toujours, jamais, tout le monde, personne, il faut, je dois, à la place de je choisis de. Ou si tu minimises, que tu exagères, que tu colles des étiquettes, ou que tu tires des conclusions en sautant des étapes, c'est qu'il y a des chances pour que ton saboteur se soit mis au travail sans que tu le saches. Ouh là là, attendez, je ralentis parce que sinon on va se prendre le mur. Non. La plupart du temps, ton saboteur, il obéit aux ordres d'une sensation que t'as tout au fond de toi, qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est ce que tu ressens quand tu renonces à quitter ton taf pour faire celui que tu veux, ou quand t'as peur de t'engager dans une relation parce que t'as l'impression que t'es pas assez bien pour que ça marche, ou quand t'arrives pas à encaisser les compliments parce que tu trouves que les autres c'est mieux que toi. Tu te reconnais? Bah c'est normal, 70% des gens ressentent ça au moins une fois dans leur vie. En gros, le sentiment d'imposture, c'est l'expression de toutes les critiques que t'as pris dans la tronche quand t'étais petit et que tu continues à entretenir inconsciemment comme un bon élève avec la raie sur le côté. Du coup, comme t'as tellement peur de revivre cette sensation sans le savoir, ton syndrome, il te déclenche un sabotage pour que t'aies même pas l'occasion d'essayer. Ouais, ici le cerveau. Je viens d'avoir le syndrome de l'imposteur là qui dit qu'on peut pas se lancer dans ce projet parce que ça demande des compétences artistiques. Le projet c'est de relier des points derrière un paquet de céréales là. Pourquoi on peut pas se lancer dans les céréales là? D'accord. Oui, c'est parce qu'il dit que quand on avait 5 ans, on a voulu faire un dessin de girafe à maman et elle a cru que c'était une chaussure. T'ouvres que des portes ouvertes, personne veut être un imposteur comme toi qui croit qu'il est fort avec ses vidéos. Va sécher tes larmes au décapeur thermique. Pour commencer, personne n'est immunisé contre l'auto-sabotage. Donc il n'est pas question de l'éviter, il est question de le gérer. Ensuite, pour y arriver, il y a des points à respecter. Le premier, c'est d'envoyer ton ego faire une crapette pendant que toi, tu reconnais que t'es dans un auto-sabotage. Quoi? Parce que tant que tu prétends que t'as pas la tête coincée dans le cul d'un cheval, bah c'est sûr que tu peux pas l'enlever. Le deuxième point, c'est de faire d'un côté la liste de tout ce que tes parents et les adultes te reprochaient quand t'étais petit, et de l'autre, la liste de tout ce que t'aimes pas chez toi. Et après, tu fais des liens tout seul comme un grand. Parce que c'est un mécanisme qui prend racine dans les peurs de ton passé. Enfin, tu choisis de comprendre que si ton cerveau te sabote inconsciemment, c'est parce que t'as peur de faire les trucs que tu veux à cause des croyances toutes pourries que t'as sur toi-même. C'est pour ça qu'il faut écouter avec bienveillance ce que cette peur elle te dit et lui répondre « Je comprends que je me sens vulnérable. Je choisis maintenant d'avancer et de prendre en charge moi-même ma protection. » Parce que quand tu te sens vulnérable, ça signifie pas que t'es un imposteur. Ça signifie juste que tu as besoin d'être bienveillant avec toi. Et tout le monde s'en fout. On parle de la résilience, surtout en lien avec le traumatisme. Et donc, je reprends ici une des définitions, qui est donnée notamment par Cyrulnik et ici dans les ressources de la résilience par l'équipe de Jean-Pierre Courtois, Desmet et Humbeek,
Au cours de sa vie, l'être humain subit un ensemble de fracas qui participent à son développement ou à son anéantissement. L'individu est à un carrefour de possibles. Donc, c'est vrai que face à un traumatisme, la personne peut connaître plusieurs phases ou en tout cas, plusieurs états. La résilience est possible, mais hélas, elle n'est vraiment pas automatique. Alors, il y a déjà des gens qui restent complètement dans un état post-traumatique, hein, complètement figés, complètement en difficulté, et d'autres aussi peuvent prendre d'autres chemins qui ressemblent à de la résilience, mais qui ne l'est pas. Et donc, c'était important qu'on puisse vous l'expliquer. Donc, dans le développement de l'individu, il y a des personnes qui, face à un trauma, peuvent faire de la résistance. Donc, la résistance, c'est faire vraiment un blocage complet, c'est-à-dire qu'on se fige pour vraiment faire blocage, mais du coup, on s'empêche aussi de continuer à évoluer si on ne part pas en résilience. On a la désistance, et là, c'est on fait son deuil de certains domaines de sa vie suite à un traumatisme dans un des cercles, je dirais, de ses besoins. On dit, ben voilà, par exemple, face à un échec en amour, par exemple, dans son domaine affectif, on peut dire, ben voilà, moi, jamais personne ne pourra m'aimer, jamais, je ne pourrai jamais être en couple ou quoi, et je décide de complètement désinvestir cette zone de mes besoins. Alors, il y a le phénomène de la désilience, et là, la désilience, c'est comme j'ai souffert, je décide de poursuivre mon chemin, mais je renonce à toute perspective d'avenir. Et un des phénomènes beaucoup plus éloignés qui, quand elle se prolonge par arriver à ça, c'est vraiment le phénomène du SDF, du sans domicile fixe, qui décide de se mettre en mode de survie et plus du tout en mode de vivre, quoi. Et enfin, il y a le dernier qui est la résilience. Et alors, la résilience, là, on voit qu'on retourne dans le passé, souvent grâce à quelqu'un et à une rencontre. On réorganise, on prend du recul par rapport à ce passé-là et on décide de jeter un autre regard et de reconstruire à partir de ce qui s'est passé dans ce passé. Je pense que c'est Nietzsche qui disait « tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Et bien, c'est un peu dans cette idée-là que la résilience peut apparaître. On ne fait que devenir résilient. On ne peut pas ne pas devenir résilient, puisque la résilience, c'est un processus, ce n'est pas un état. Mais ce processus peut se développer comme un processus ou ne pas se développer, c'est un processus. Ou alors il peut démarrer et s'arrêter pour des tas de raisons. Alors on peut apprendre ce processus, on peut comprendre ce qui déclenche ce processus et on peut le proposer aux blessés. Et maintenant, les militaires, les policiers ont une formation en France et au Canada, ont une formation à la résilience. Et ils sont très compétents. Alors pour simplifier, c'est très facile. La définition est très simple. Reprendre un nouveau développement après une agonie psychique. Il ne peut pas y avoir de définition plus simple. J'ai été KO par la guerre, par une agression sexuelle, par un malheur social, par une catastrophe naturelle. Un malheur m'est arrivé, j'ai été KO. KO, ça veut dire knock-out, je ne peux plus penser. Je peux plus penser, je ne comprends pas, je ne peux plus penser. Comment on fait? Est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis vivant? Je ne sais pas. Donc si on laisse les gens comme ça, c'est le syndrome psychotraumatique. Si on les entoure, on peut déclencher un processus résilient. Mais ce processus, parfois, se déclenche très vite et très bien. Parfois, on a du mal, ou parfois, il se déclenche et il ne tient pas. Alors, il se déclenche très vite et très bien. C'est fréquent. 3 chapitres, avant, pendant, après. Avant le trauma, 2 mots. Avant le trauma, quand vous étiez enfant, est-ce que vos parents, votre mère, vous ont donné un attachement sécure, c'est-à-dire une confiance en vous, qui fait qu'au moment du malheur, vous souffrez, mais vous dites « j'ai été aimé, donc je suis aimable, donc je vais appeler au secours et quelqu'un va me tendre une main et je ne vais pas la rater ». Premier facteur, attachement sécure. Deuxième facteur, mentalisation. Est-ce que je suis capable de mentaliser? Est-ce que je suis capable de me faire un film
un théâtre de moi pour essayer de comprendre ce qui m'est arrivé. Avec ces deux mots, vous avez acquis des facteurs de résilience que vous allez exploiter ou pas exploiter. Mais vous avez en vous des facteurs de résilience. Pendant, si l'agression est loin, un pays étranger que je ne connais pas, on est massacré, mais on peut tenir le coup et les juifs qui ont été résistants, la majorité, contrairement à ce qu'on entend sur les juifs se sont laissés conduire comme des moutons à l'abattoir, c'est incroyablement faux. Or, c'est faux parce qu'on sait maintenant que tous les hommes en âge de combattre se sont engagés dans les armées de leur pays quand ils étaient anti-nazis, et que ceux qui n'ont pas pu, et les femmes qui n'ont pas pu s'engager, une minorité a rejoint De Gaulle, une majorité se sont engagés dans la résistance française avec les républicains espagnols. Donc, pendant, si l'agresseur est externe, c'est difficile, on est blessé, on est tué, on souffre, mais l'agresseur est externe. La plupart du temps, l'agresseur est proche. C'est-à-dire qu'à l'agression, j'ai l'agression physique, j'ai l'agression culturelle, et j'ai en plus la trahison. J'ai été agressé par quelqu'un dont j'attendais la protection. Donc là, la résilience est plus difficile. Après, deux mots, soutien, sens. Soutien, qui préverbalement ou paraverbalement, j'ai été KO debout. Et puis quelqu'un s'est approché de moi, j'ai pu être seul, on a bu une tasse de café, on a dit des mots d'une grande banalité, j'étais plus seul. Petit à petit, cette personne est devenue familière, et j'ai eu envie de lui expliquer ce qui m'était arrivé, et on rejoint le schéma de la fonction des récits partagés, à condition que je puisse être en confiance avec l'autre. Donc le schéma de la résilience est quand même très simple, c'est simple à dire, mais on constate que quand on fait vivre ces 3 temps, on déclenche les processus de résilience chez beaucoup de gens, mais c'est jamais, bien sûr, c'est jamais 100%. Le résilience, c'est un processus. On est vraiment en cheminement avec la personne, ça c'est très important, c'est pas un état, c'est un processus. 3 phases. Avant le trauma, importance que la personne a un attachement sécure, se sent aimable et donc se sent qu'elle a le droit de s'en sortir parce qu'elle a été aimée. Donc ça, c'est le côté affectif vraiment qui est important. Capacité de réflexion, elle doit pouvoir faire un retour sur sa vie et pouvoir avoir une capacité réflexive. Donc deux éléments. Pendant le trauma, on n'a pas le même traumatisme si c'est quelque chose qui s'est passé de manière très externe ou de manière très rapprochée. On s'en sortira mieux d'un traumatisme de guerre ou face à une catastrophe naturelle qu'on aurait vécue par rapport à quelque chose qui serait arrivé de proche. L'inceste, par exemple, j'ai été trahi par quelqu'un de proche. Donc là, il y a en plus du trauma un sentiment de trahison. Donc il y a quelque chose d'affectivement encore plus douloureux. Et après, ça c'est vraiment un moment où nous, souvent on va intervenir, et là c'est important. Qu'est-ce qui peut être aidant à la résilience? C'est un soutien. Donc on revient à de l'affectif. Quelqu'un prend du temps avec moi, se met à côté de moi, prend du temps de créer un lien. J'ai suffisamment de lien avec la personne et envie de lui raconter mon histoire. Et ensemble, ou avec d'autres personnes, je vais remettre du sens à cette histoire. Voilà. Donc ça, c'est important dans le processus de résilience, de savoir que parfois, nous, travailleurs sociaux, on peut être un des éléments qui, dans le parcours de la personne, peut aider au processus de résilience. Donc, on voit bien que une fois on s'est positionné, et puis c'est savoir comment on se positionne en tant que travailleur social. Et ce qui nous semblait important, ensemble, tous ceux du projet, on aime bien parler de la juste proximité plutôt que la juste distance. Dans tout ce qu'on a entendu déjà ce matin, on sent bien que si on est en démarche avec la personne, si on veut qu'elle nous raconte son histoire, si on veut qu'il y ait un lien, si on veut que la personne puisse être
participer à un processus avec cette personne-là, on sent qu'il y a un besoin de proximité. Or, souvent, dans les formations en travail social, ça, on remercie aussi Rogers là-dessus, mais on parle souvent de juste distance. Pourquoi on parle de ça? C'est pour pas que le travailleur se perde dans l'histoire de l'autre, souffre d'une hyper-empathie par rapport à l'autre personne. Et donc, on parle souvent de distance. Alors, ce qui se passe ici, c'est que nous, les opérateurs en lien avec l'habitat, où on rentre justement dans l'intimité des gens, dans cette deuxième peau qui est la leur, un habitat, ça reflète vraiment ce qu'est la personne, comment elle est, même sans le verbaliser. On sait bien que pour entrer dans cette intimité, il n'y a pas d'avance, il faut être justement dans cette juste proximité. Alors, juste proximité veut dire pas trop près, parce que sinon, on va être dans l'émotionnel et on va se retrouver à paniquer et à faire travailler notre cerveau limbique et ça va pas, et du coup, tout le reste va se couper et on va pas être très aidant, mais suffisamment proche pour créer ce lien et suffisamment loin pour prendre du recul et l'aider à ouvrir les perspectives, à ouvrir les possibles avec la personne. Important aussi, on est dans de l'accompagnement. Alors, l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui a deux aspects. Accompagnement, il faut savoir qu'étymologiquement, ça vient du terme compagno, pour ceux qui adorent le latin. Cum, c'est avec, pagno, le pain. Donc, c'est la personne avec qui je mange le pain, donc c'est le copain. Accompagnement, ça vient de copain. Donc, on sent bien qu'il y a de l'affectif aussi là-dedans. Il y a une proximité. Je suis proche de la personne pour cheminer avec elle. D'accord? Et donc, dans l'accompagnement aussi, il y a cette idée de cheminement et donc de processus et de temporalité aussi avec la personne. Alors, dans l'idée d'accompagnement aussi et dans ce lien avec ce qu'on a parlé de troubles de l'attachement, etc., qui sont liés à l'enfance, à ce manque de sécurité affective, ce qui est important, c'est qu'à tout moment, et c'est ça qui est important de savoir, cette sphère affective qui n'a pas été remplie par des parents au départ, par tous ceux qui m'ont élevée et par mon histoire, mon enfance, eh bien, à tout moment, heureusement, on peut le remplir, ce réservoir affectif. Et donc, comment on peut remplir, c'est qu'on peut croire en moi, on peut me donner de l'attention, on peut m'apporter du soutien, on peut dire je crois en toi, on peut dire qu'on a confiance, on peut être bienveillant. Et donc, on peut réinvestir cette sphère-là à tout moment. Et donc, ça, dans le travail d'accompagnement, on peut dire à la personne, tu es aimable à tout moment de sa vie et donc je vais aider à renourrir cette sphère-là en te donnant une autre vision de ce que peut-être jusqu'à présent tu as eu. Donc évidemment, ce qui est aussi important dans ce processus-là, vous l'entendez bien aussi, c'est qu'on va se retrouver aussi dans une posture qui est celle d'être en proximité, de référent. Et on sait aussi au niveau éducatif, pédagogique, que ce qui est important dans le processus d'intégration de comportement, c'est pas ce que vous dites ou c'est pas ce que vous faites, mais c'est ce que vous êtes. Si vous voulez que vos enfants disent bonjour à des passants dans la rue, il ne le fera pas parce que vous le dites ou ça n'a pas d'importance. Il va vraiment le faire parce que dans l'attitude que vous avez cette attitude aussi de saluer les gens, d'ouverture, et il fera cette modélisation-là. Et donc, l'important aussi, je reviendrai avec ce livre-là que je vous conseille aussi vivement. Excusez-moi, j'ai l'impression de ressembler à Bernard Pivot dans Apostrophe, ça c'est pour les plus anciens. Mais il y a de chouettes bouquins qui sortent pour le moment, c'est encore sorti en octobre 2020, Thomas d'Ozembourg, qui parle justement sur les jeunes, notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? Et c'est ce qui mettait derrière, c'est que les jeunes n'écoutent pas ce que vous dites ni ce que vous faites, ils écoutent ce que vous êtes. Donc, l'importance de cette posture, de cette congruence qu'on peut avoir dans l'accompagnement pour vraiment parler plus avec notre trip, avec nos valeurs, avec ce qu'on est, pour faire sens au niveau de la personne. Donc, si vous vous rappelez les dessins précédents, c'était intéressant comment on avait le travailleur social et les jeunes, on essayait de défaire des nœuds
c'était important. Donc, dans la juste posture et la juste proximité, c'est important d'abord d'aider le jeune à démêler les nœuds parce qu'on est proche, donc on peut connaître son histoire, mais on est suffisamment à distance pour pas être dans l'émotionnel et pour prendre, pour démêler la situation avec le jeune. Et ici, dans cette partie du travail social à 360 degrés, on va vraiment prendre le jeune dans sa globalité. Et vous allez voir qu'on va essayer de l'aider un peu à gonfler ses ballons pour qu'il puisse prendre son envol. On a pris ça comme métaphore. On a décidé de vous parler du travail social à 360 degrés, donc tout ce qui est dont on a parlé au démarrage, bien sûr, on est dans cette continuité. C'est-à-dire, c'est une fois dans les discussions ensemble, on s'est dit, mais est-ce que tout le monde comprend bien le 360 degrés de la même façon? Et c'est vrai qu'on s'est dit, mais c'est important de peut-être définir ce dont on parle un petit peu comme si ça allait de soi. Et on a travaillé un peu sur ce concept-là, qui vient évidemment du travail de terrain. On revient dans l'idée aussi qu'on accompagne souvent les gens dans leur intimité. On les voit aussi dans d'autres contextes que simplement un face-à-face dans un bureau. Et donc, cette approche dans la globalité, on a pris un peu l'idée de la sphère, que vous voyez à côté, c'est moche, on est d'accord. Mais c'était pour prendre un peu l'idée. On s'est dit, mais nous, on prend la personne dans sa globalité. Donc, c'est comme si le jeune était l'axe de cette sphère. Hein, et c'est lui qui fait pivoter, c'est lui qui garde la main, hein, bien entendu. Et le travailleur social, où est-il par rapport à ce jeune qu'on prend dans la globalité? Eh bien, on s'est dit, il est dans la sphère. Et pourquoi il est dans la sphère? Parce que comme on est dans une juste proximité, on a créé un lien, ça veut dire qu'on est dans le réseau de la personne. Elle nous a considérés comme étant et faisant partie de son réseau, et donc on est dans son environnement, évidemment. Et donc, avec lui dans l'axe, le travailleur social dans son environnement, et donc on va prendre la personne dans sa totalité. Donc, de manière, vive les cours de géographie, rappelez-vous, on a une longitude et une latitude. Eh bien oui, on va prendre la personne dans sa totalité, c'est-à-dire dans ses difficultés, ses manques et ses besoins abîmés. Ça, on a souvent l'habitude. Mais ne faisons pas comme nos journalistes qui ne donnent que les mauvaises nouvelles les 3/4 du temps. Il y a aussi tout ce qui fait partie du jeune et qui sont ses ressources, ses compétences et son réseau. Et ça va être important parce qu'on ne construit pas sur les manques, on construit surtout à partir des ressources et des compétences de la personne. Et donc, dans cette approche bienveillante, il est important d'aider la personne à se rendre compte que même si elle a eu un parcours difficile, même si elle a un peu l'impression de voir le verre à moitié vide, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle se rende compte qu'elle a des atouts, qu'il y a des choses qu'elle a développées. Et donc, c'est important qu'avec elle, on puisse se baser là-dessus pour essayer de se reconstruire, ou essayer de découvrir ses besoins abîmés pour essayer de les regonfler, hein, de regonfler un peu les ballons. Donc, il y a tous les domaines. Il y a la santé mentale, l'emploi, le réseau, mes personnes ressources. Tout ça va faire partie de ma sphère. Mais il y a aussi l'autre, ça c'est un peu ce qui ressemble à la dimension holistique. Il y en a certains qui utilisent ça. On va avoir une vision globale, ce qui oblige certains dans les sous-groupes à parler qu'on est un travailleur social, il doit être toujours en formation, découvrir de nouveaux domaines, parce que ça va lui ouvrir les perspectives et ouvrir les perspectives du jeune. Et alors, il y a aussi le fait de l'attitude. Ça veut dire on va monter en haut ou en bas. Alors, pourquoi cette approche aussi? Parce qu'on se rend compte que accompagnant le jeune en proximité, on va l'aider à faire ce que les travailleurs sociaux sont un peu spécialistes, c'est dire, si ça ne passe pas par la porte, je vais passer par la fenêtre. Et donc, l'idée de pouvoir aller avec le jeune sur ce cheminement, qui est souvent un cheminement vallonné. Donc, sur ce cheminement vallonné, on va voir un petit peu si le jeune, par quel biais il va pouvoir passer avec nous. Est-ce qu'on va devoir faire une interpellation en justice? Est-ce qu'on va devoir interpeller un politique? Est-ce qu'on va aller devoir demander telle démarche? Mais aussi, parfois, c'est aussi aller interpeller des pairs. C'est dire, ce jeune est en difficulté, mais on connaît peut-être un autre qui a eu une même difficulté, qui a peut-être pu la traverser. Ce serait peut-être bien qu'ils se rencontrent. Donc là aussi, il y a des activités à mener, peut-être lui donner des success stories. Donc, il y a une latitude
à développer au milieu de cette sphère. Alors, de quoi le travailleur social a-t-il besoin pour être dans cette approche à 360 degrés? Ben, on va revenir sur ce qu'on a développé ce matin, c'est-à-dire que c'est important de connaître les spécificités du jeune si on ne veut pas complètement péter un plomb dans la relation. Il y a bien sûr tout ce qui est les caractéristiques individuelles à accueillir, à découvrir, donc les besoins abîmés ou non, l'histoire, les valises lourdes que la personne a apportées, mais aussi toutes ces ressources. Ça, c'est important de pouvoir les aider. Et on verra un peu comment on va faire pour pouvoir les faire émerger, ces ressources. Parce que là, souvent, on a beaucoup plus facile de parler des choses qu'on n'a pas. On a beaucoup plus facile souvent à trouver ses défauts que ses qualités. Hein. Donc, c'est souvent quelque chose qu'on a un peu plus difficile à montrer. Et souvent, si on a un manque de confiance en soi, on va avoir difficile là-dessus. Alors, la méthode d'approche, c'est important aussi de pouvoir apprivoiser le jeune, d'utiliser la bonne technique pour être dans la bonne approche avec le jeune et d'utiliser ce qu'on appelle les portes privilégiées plutôt que les portes piégées. Ça, c'est aussi commun à toutes les personnes, c'est que il y en a qui aiment bien le côté logique des choses. Moi, j'aime bien, donne-moi l'article de loi, comment tu fais stratégiquement, et un côté très logique. Il y a des autres personnes qui vont être plus dans l'émotionnel, qui vont plus être parler avec leur tripes, avec leur cœur. Et donc, il faut parfois savoir quel mode la personne utilise pour être sûr qu'on va lui parler sur le canal qu'elle connaît le mieux ou qui est le plus facile pour elle à utiliser. Et c'est vrai qu'en analyse transactionnelle, on parle de cette porte privilégiée, piégée. Donc, c'est justement d'utiliser le bon canal qui va fonctionner avec la personne. Il y a des personnes qui, en individuel, ça ne fonctionne absolument pas, mais que dès qu'on va mettre des choses en collectif, utiliser un autre support, elles vont pouvoir peut-être se dévoiler. Alors, comment faire émerger les compétences et les ressources? Souvent, c'est vrai que si on demande spontanément comme ça aux jeunes, qu'est-ce que tu sais faire, dans quoi tu es bon, etc., ce n'est pas toujours évident. Mais parfois, c'est intéressant de développer d'autres techniques qu'un frontal individuel derrière un bureau. Et donc, il faut pouvoir utiliser des contextes qui vont faire émerger ces compétences. Dans Interact, on a développé des workshops. On aura certainement l'occasion de vous en parler dans les Social Labs prochains, où on met des jeunes qui n'y connaissent rien en général, ou pas vraiment, ou ce n'est pas en tout cas leur spécialité. On les met dans des contextes de fabrication de mobilier, palettes ou avec des moyens récupérés en ressourcerie. Et on leur demande par la créativité de créer des choses. Et on est parfois très, très étonné de voir les ressources que ces personnes peuvent développer, des ressources techniques, mais parfois de leadership ou de débrouillardise, d'interpersonnalité. C'est intéressant de les voir se développer là au travers d'activités comme celle-là. Alors, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à l'arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Merci Albert Einstein. Donc, c'est vrai que l'important, c'est bien être sûr qu'on a mis le jeune dans des contextes d'apprentissage qui leur permettent de développer leurs compétences. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est important d'aller voir les 9 types d'intelligence qui existent. Et hélas, le milieu scolaire, souvent, en développe 2, 3, voire 4. Mais il y en a souvent certains qui sont laissés de côté. On parle souvent des capacités interpersonnelles, mais bon, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on développe à l'école. Le côté spirituel, le côté artistique, oui, quelques aspects de l'art, mais très peu. Hein, et donc, il y a d'autres types d'intelligence qu'il est possible d'activer. C'est peut-être bien pour ces jeunes qui sont souvent en décrochage scolaire aussi de pouvoir les tester d'autres types d'intelligence. Alors, un des moyens à développer ou faire découvrir des compétences, Pascal, hein, et on le sait bien, même pour les travailleurs sociaux, ils aiment bien en général ça, c'est le jeu. Et donc, comme j'adore jouer, je me suis proposée pour effectivement vous parler du jeu. Alors du coup, en quelques slides, j'ai envie d'aborder les points suivants. Ça signifie quoi jouer? Alors, par rapport aux neurosciences, quel est l'apport du jeu? Et enfin, quelques éléments qui proviennent d'un article qui m'a, à moi en tout cas, beaucoup touché, qui a été écrit par une certaine Valérie Navarro, qui est éducatrice à Marseille et qui utilise véritablement le jeu comme outil par rapport à des adolescents en grande difficulté. Et donc, elle nous explique 4 éléments
clés d'apport du jeu. Voilà, alors on va commencer par une définition. Donc, comme vous aurez les slides, mon but, ce n'est pas de tout vous lire, mais j'insiste sur 3 éléments très importants qui viennent donc de la définition de M. Kaiwa, qui sont que le fait que le joueur qui s'adonne au jeu doive le faire de manière spontanée, de son plein gré et pour son plaisir. Et donc là derrière, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut bien se dire que entre les jeunes enfants, la manière dont ils jouent et les jeunes à partir de 12 ans et plus, on est vraiment dans une autre configuration. Le jeu n'a plus du tout le même sens pour l'enfant et pour l'adolescent ou le jeune adulte. D'abord, il y a la notion de plaisir qui évolue évidemment énormément et aussi du rapport à l'autre et du rapport aussi à la sexualité, donc à l'autre dans sa différence sexuelle ou sexuée. Le deuxième élément qui est très important, c'est que derrière le besoin en fait du jeune adulte, ce n'est plus simplement un simple jeu, mais c'est un besoin de contact et de communication parce que c'est vraiment un élément avec lequel il va avoir de plus en plus de mal. Et donc, le jeu va lui permettre justement ce contact et cette communication. Et le troisième élément très important, c'est celle de la créativité et du rapport, en fait, et on va aborder la question un peu plus loin, de la violence pulsionnelle qui est aussi celle de l'adolescent. Du coup, allons un pas plus loin. Que nous dit Kaiwa? En fait, il dit, qu'est-ce que jouer? En fait, il y a pour lui ces 6 caractéristiques qui sont super importantes. Il faut que le jeu soit libre, donc il ne faut pas d'obligation. On n'oblige personne à jouer. Il faut aussi que le jeu ait une valeur de séparation par rapport au temps et à l'espace. Rappelez-vous tout ce que nous avons dit pendant cette journée sur la question du rapport à la temporalité. Et donc, le jeu permet effectivement de se situer dans un autre temps, dans un autre rapport à la temporalité. Il faut aussi que l'issue soit incertaine. C'est ça qui, effectivement, titille l'adolescent, c'est que par rapport à des tas de choses où dans la vie, quelque part, quand on jette les dés, malheureusement, on sait ce qui va arriver. Non, dans le jeu, eh bien, à chaque fois, on est dans une remise totale et donc l'issue est incertaine. Improductif, ça ne crée ni bien ni richesse. Réglé, très important, puisqu'en fait, le jeu suspend les lois ordinaires pour créer des règles propres. Et donc, effectivement, on a pas mal parlé aussi du rapport des jeunes à la règle. Et ici, justement, grâce au jeu, il va y avoir d'autres règles qui sont mises en place et donc qui sont différentes des règles de la vie sociétale. Et enfin, fictive, c'est-à-dire que le jeune non seulement se situe dans une autre temporalité, mais quelque part, il se situe dans un autre monde. Et je dis bonjour à mon fils Kylian qui passe toutes ses nuits à jouer avec ses copains sur Internet depuis qu'il est confiné. Voilà, slide suivant. Qu'est-ce que jouer? Alors, un autre élément que j'ai trouvé dans la définition ici de M. Brougère, que j'ai trouvé très intéressant, c'est la notion d'instinct. C'est-à-dire, et c'est très important, je pense aussi pour le jeune, c'est le rapport justement que provoque ou que permet le jeu du rapport à l'instinct. Alors, il faut savoir que ce qu'apporte le jeu dans les différents développements du bébé à l'enfant jusqu'à 12 ans, ce sont différentes choses, mais à partir de 12 ans, en fait, le jeu va être recherché alors que le jeune est, et Anne-Catherine l'a bien expliqué tout à l'heure, dans une forme d'immaturité affective, d'insécurité intérieure, et donc quelque part, on va pouvoir jouer le danger, on va pouvoir se mettre en danger par rapport à la gratuité, j'ai envie de dire, du jeu, puisque finalement, même quand on perd, on n'a pas perdu la vie, quoi. Et donc, c'est très important que le jeune puisse, à travers le jeu, renouer avec son corps et avec ses instincts. Point suivant, ça nous est apporté par un certain Joost Capio lors d'un de ses exposés que j'ai trouvé très intéressant. Et là, nous renouons avec ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux neurosciences, où il semblerait que le jeu, comme j'adore jouer, je ne vais sûrement pas dire le contraire, que le jeu permet un flux, et c'est un flux positif qui effectivement, grâce au fait que le jeu demande une implication profonde et intense, ce flux positif qui est dégagé permet en fait à la personne qui joue de pouvoir être entre anxiété et ennui et de pouvoir se rebondir, comme disait tout à l'heure Marie-Ange, rebondir grâce au jeu et donc de se sortir en partie de cette espèce de dualité dans laquelle se situe notamment le jeune, anxiété et ennui.
Et les neurosciences nous apprennent que quand on joue, eh bien, il semblerait que les savoirs qui sont acquis le sont de manière plus profonde et restent plus longtemps. Alors, quelques éléments donc, venant de cet article réalisé par cette personne, cette éducatrice. C'est d'abord la définition qu'elle donne. Donc, à l'adolescence, il s'agit d'un jeu de métier, dit-elle, un jeu de projection qui intègre le présent et le passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et donc, ce qui est très intéressant, ce sont les éléments qu'elle vient d'énoncer, présent, passé, avenir. Et du coup, je trouvais que c'était très intéressant de relever ce qu'elle dit aussi, parce que le jeune a besoin de se trouver avant d'être trouvé. Et ça me fait penser à un propos qu'Anifa a tenu tout à l'heure, ainsi que le fait que le jeu permet de trouver la bonne distance avec lui-même et avec les autres. Rappelons tout le débat qu'il y a eu sur cette bonne distance, cette bonne proximité. Voilà. Du coup, avançons et donc allons sur les 4 piliers, j'ai envie de dire, que le jeu apporte. Premier pilier, c'est celui d'un autre rapport à la communication. Alors oui, c'est très difficile quand on est intervenant social et même quand on est parent. Moi, personnellement, je ne suis pas intervenante sociale, mais le débat, la discussion avec des ados, c'est évidemment pas facile, même avec un ado qui, entre guillemets, va bien. Et donc, le fait de pouvoir utiliser le jeu va permettre de remettre une possibilité d'une communication moins angoissante d'une part, et d'une communication qui s'appuie sur du plaisir et un plaisir partagé. Parce que finalement, ce n'est qu'un jeu et que même quand on ne sait plus quoi se dire, on peut quand même jouer. Communication, oui, avec un élément hyper important, c'est que derrière cette communication, les 2 parties vont être à égalité. Je lis. Quand on joue, dit Liès à son éducatrice, quand on joue, on ne vous voit pas pareil. On peut gagner contre vous dans les règles. Si on triche, vous allez encore nous prendre pour des bouffons. Il n'y a que dans le jeu qu'on arrive à être plus fort et que vous, sans qu'on se fasse engueuler. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose de super important quand on joue, c'est cette idée d'égalité. Alors moi, personnellement, avec mes enfants en tout cas, j'avais l'envie de ne jamais les laisser gagner. Et donc, pour ça, je me mettais moi-même des handicaps parce que je trouve que quand on joue, il faut jouer vrai. Et donc, ce n'est que parce qu'on joue vrai que quelque part, on crée cette égalité et que du coup, ça a de l'intérêt pour celui qui joue de pouvoir être dans cette communication d'égal à égal. Deuxième élément, c'est celui du cadre, des règles et de l'arbitre qui rassure. Et effectivement, Madame Navarro explique qu'à un moment donné, un de ces jeunes lui a dit que ce n'était pas possible de jouer avec un autre jeune sans sa présence, parce que justement, elle devait jouer ce rôle d'arbitre qui allait rassurer, d'arbitre qui allait bien remettre les règles pour être sûr que l'autre jeune n'allait pas faire n'importe quoi. Et donc, du coup, voilà, on était sur la question des règles. Ici, elle est très importante. Et donc, slide suivant, pourquoi toutes ces règles? Parce que justement, le jeu permet, outre la communication, d'être aussi un support de médiation. Et donc, on l'a déjà dit, on l'a déjà redit, toute la question de la juste distance, de la juste proximité. Pourquoi? Parce que le jeu permet à la fois d'être dans la séparation, puisque le jeu est un média, il offre un espace tiers, une prise de recul, mais aussi dans le rapprochement, c'est un lieu de rencontre, un support partagé, il permet de créer un climat détendu et de confiance. Troisième élément, c'est aussi un espace d'apprentissage, mais plus du tout comme celui de l'enfance. Si vous avez proposé à vos enfants de jouer de certains jeux où ils allaient apprendre des tas de trucs, à ce moment-là, une fois que vous êtes avec des adolescents, il n'est plus question du tout de leur proposer des jeux où ils vont avoir l'impression d'apprendre quoi que ce soit, sinon ça ne va pas du tout bien fonctionner. Et donc, qu'est-ce que le jeune espère apprendre à travers le jeu? Eh bien, il espère apprendre des choses qui ont rapport à la communication. C'est le slide précédent, Kali. Des choses qui ont à apprendre par rapport à l'agir en groupe, puisqu'effectivement, s'il y en a un du groupe qui commence à faire n'importe quoi, surtout quand on joue en équipe, ça ne va plus du tout bien se passer. Donc, c'est l'apprentissage du groupe. Et on sait que pour les ados, c'est super important. Et c'est aussi, du coup, l'apprentissage à son pouvoir sur l'autre. Qu'est-ce que je peux, à travers le jeu, mettre en œuvre pour montrer mon pouvoir et mon rapport à l'autre? Et le quatrième apprentissage, ou le quatrième point important, merci Kelly, c'est la question de la prise de risque. Ici,
ce qu'elle nous raconte, Navarro, c'est qu'il y a des jeunes, effectivement, qui se mettent sur des rails de train parce que quelque part, ça leur donne la chair de poule et c'est géant. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais ado, oui, j'ai osé descendre des routes en étant debout, sans les mains, sur mon vélo. Je pense que si je m'étais cassé la figure, qu'une voiture était passée à côté, ben, j'y passais. Et puis, j'ai aussi sauté parfois entre des toits avec 20 ou 30 mètres en dessous de moi. Et si j'avais raté mon coup, ben, je ne serais pas là pour vous parler. Bref, le jeu, quel qu'il soit, finalement, a un rapport avec le fantasme de mort, surtout à l'adolescence, surtout avec les jeunes adultes. Hein. Vous vous souvenez de ce fameux jeu qui avait très bien pris où ils utilisaient des foulards pour s'étouffer. Ouais, la baleine bleue. Voilà, et donc pour avoir des sensations effectivement de mort, parce que quelque part, oui, dans le jeu, il y a cette prise de risque. Le jeu est un combat et donc ça fait penser effectivement à tout ce qui est bien sûr arts martiaux. On fait comme si on était dans le combat, même quand on ne se bat pas véritablement. Et moi, personnellement, j'ai un plaisir fou avec mes jeunes adultes à aller jouer à Escape Game. Et pour tous ceux qui le savent, dans les escape games, on vous dit que si vous n'êtes pas sorti dans les 60 minutes, en fait, normalement, vous êtes supposé vous décomposer. Voilà, et je vais terminer sur la conclusion qu'elle nous donne. Je vais la lire simplement. Jouer avec l'adolescent, oui, mais sans tomber dans la séduction ou une facilité trompeuse. Jouer, oui, mais sans s'enfermer dans une stérilité répétitive. Jouer, oui, pour mieux comprendre l'adolescence dans sa singularité, dans sa dynamique personnelle. Jouer, oui, pour lui permettre de vivre une relation nouvelle et originale. Et pour terminer, j'ai trouvé ça assez adorable. Donc, ce sont les propos d'un certain Fernand de Ligny, propos qui datent de 1945, et donc ça pourrait être pris comme une sorte de message envoyé aux intervenants sociaux. Si tu joues aux policiers, ils joueront au bandit. Si tu joues au bon Dieu, ils joueront au diable. Si tu joues au geôlier, ils joueront au prisonnier. Et si tu es toi-même, ben, ils seront bien embêtés. Merci Pascal. Oui, ben voilà, vous voyez donc, c'est pas facile hein, d'être travailleurs sociaux dans le contexte actuel, évidemment. Mais en même temps, ce qui est chouette, peut-être dans le travail que l'on mène, c'est que c'est voilà, on ne sait pas s'endormir sur nos lauriers. Il y a toujours plein de choses à apprendre parce que ce qu'on va certainement nous demander, et c'est ça qui est dans l'approche 360 degrés, c'est qu'on n'est jamais dans le prêt-à-porter, on est toujours sur le sur-mesure et on va devoir faire preuve d'adaptabilité, de créativité, d'ouverture d'esprit pour vraiment avoir une approche tout à fait personnalisée. Et on a beau lire tous les livres de l'univers, pour tous ceux qui aiment beaucoup lire sur la thématique et voir plein de choses sur les adolescents, les enfants, les jeunes adultes, tout ce que vous voulez, à chaque fois, c'est une nouvelle aventure dans la rencontre avec la personne. Et donc, voilà, au niveau personnel, ça va demander énormément de créativité, d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit. Ça, c'est notre job, mais ça va aussi demander au niveau institutionnel d'avoir cette même créativité, adaptabilité et ouverture d'esprit. J'aime beaucoup cette phrase d'Albert Einstein qui dit « La logique vous mènera d'un point A à un point B et l'imagination vous emmènera où vous voulez. » Et c'est un peu ça notre quotidien, c'est qu'on ne sait jamais très bien où on va et comment on va y aller exactement. C'est une aventure, c'est un cheminement, c'est un processus. Or, on est souvent, et c'est ça qui est la difficulté aussi pour le travailleur social, c'est qu'on est souvent dans des rapports d'activité, dans des demandes de dons ou de subsides, où on vous demande d'emblée quels sont vos objectifs, quels sont vos indicateurs, quels sont les moyens que vous allez utiliser, comment vous allez faire, et lundi vous faites quoi au matin, et mardi vous faites quoi, et pour quel résultat, et patati et patata. C'est très gentil, mais en général, on suppose qu'on va aller par là, on travaille sur des hypothèses, mais on ne sait pas très bien. Et parfois, donc, on se retrouve à devoir rentrer ce genre de subsides ou de projets. Et voilà, on ne sait pas très bien si ça va rentrer dans les cases et dans les clous. Donc, ça va demander aussi à nos services, à nos associations,
d'être aussi dans cette même créativité, adaptabilité avec les personnes. Ou sinon, on va figer les choses et ça n'est pas possible. Donc, ce qui sera aussi certainement très intéressant qu'on puisse développer dans les journées prochaines, c'est un peu le modèle de la propension qui voit un peu cette chose plutôt que d'aller du point A au point B, qui est plutôt cette technique qui nous permet, à nous opérateurs, en nous faisant aussi à nous confiance, de pouvoir utiliser des moyens qui vont un peu comme les rivières qui se faufilent au travers des rochers, qui arrivent quand même à rejoindre la mer. Eh bien, c'est un peu la technique qu'il faudrait mettre en évidence pour qu'on puisse fonctionner. Et donc ça, ce serait intéressant un petit peu plus qu'on puisse développer. Ici, vous voyez, on arrive, on a gonflé les ballons. Et que se passe-t-il? Ben voilà, notre jeune s'envole. Voilà, il a repris un petit peu de réserve dans ses petits réservoirs et il peut commencer un peu à s'envoler. Alors, c'est vrai qu'il a fallu le faire bouger, il a fallu qu'il nous aide à gonfler les ballons. Hein, c'est pas que le travail social qui s'y met, on est bien d'accord, c'est une collaboration, on est un référent, on est un soutien, on est une aide, on est parfois une béquille, mais c'est toujours le jeune qui est à la manœuvre. Et alors, ce qu'il faut évidemment, on l'a vu dans le concept de résilience, il faut faire un retour en arrière, il faut analyser et des fois, il faut mettre de l'action, il faut bouger. Et ça, c'est pas toujours évident. On a vu avec tous les mécanismes d'auto-sabotage qui peut notamment se mettre, le manque de confiance. Et donc, c'est pas évident. Alors, du coup, on s'est creusé un peu la tête de se dire, mais tiens, mais comment on fait pour motiver? Hein, quelle bonne idée. Alors, c'était rigolo aussi de voir que le concept de motivation, je ne le savais pas, je ne sais pas vous, mais c'est quelque chose qui est récent. Ça date du milieu du XXe siècle. Et c'est normal, puisque la motivation vient du concept comme quoi vous êtes responsable de votre avenir, de vos projets, de votre bonheur. Et donc, la motivation est liée à l'individualisme. Avant, un paysan se posait pas, la fils de paysan se posait pas la question de ce qu'il allait faire plus tard, il était paysan. La question mineur, fils de mineur, voilà, on était dans une caste, on était dans un fonctionnement, on était dans un groupe, on était dans une famille. Et donc, la motivation, ce n'était pas une question, on suivait le mouvement davantage. La motivation, elle vient plus avec une responsabilité individuelle de se prendre en main. Et donc, c'est un concept du milieu du XXe siècle. Donc, ce n'est pas très vieux. Alors, dans les études, dans les théories de la motivation, où on s'est posé la question de comment faire bouger un individu, il y a deux grandes manières de faire bouger les gens. Alors, on travaille sur quoi? Soit on travaille sur les besoins psychologiques. Et donc, on revient un peu à ces idées de pyramide de Maslow et des 12 besoins. Et l'histoire de faire gonfler les ballons. Si on veut que les gens bougent, il faut être sûr que leurs besoins soient suffisamment remplis. Est-ce qu'il a bien le ventre plein? Est-ce qu'il a bien un toit sur la tête? Est-ce qu'il a suffisamment de ressources pour se projeter? Sans ça, le jeune ne va pas commencer, il va être dans l'urgence de ses besoins physiologiques et il ne va pas pouvoir passer à l'étape suivante. Est-ce qu'il est suffisamment en sécurité pour se dire je peux y aller ou pas y aller? Donc, tous ces concepts de besoins sont importants. Si on ne les nourrit pas, si on ne renourrit pas la confiance en soi, si on ne renourrit pas les aspects psychologiques, physiologiques, si on ne redonne pas si on ne soigne pas ces besoins-là, c'est sûr que le jeune ne se mettra pas en mouvement. Donc, ici, on est en train de prendre tout ce qui peut aider le jeune à être poussé. Ça, je dirais, c'est plutôt par derrière. Et puis, ce qui est important, il y a des théories qui disent « Ah ben non, ce qui est important, c'est de savoir où on va. C'est le but. C'est si on fait miroiter ou si on montre… » Voilà, ça peut te faire envie si tu fais ça, des success stories, si tu as un objectif, tu es capable de faire ça et on monte l'objectif, si on donne du sens aussi, alors ça va faire bouger la personne. Alors, ce que les spécialistes actuellement, dans les dernières recherches qui ont été menées, ils disent ben, l'idéal, c'est les deux. Évidemment, on s'en doutait un peu. Ça veut dire qu'il faut travailler à la fois sur les besoins, il faut remettre du diesel dans la voiture et en même temps dire où on va et donner envie d'y aller. Et donc, travailler à la fois sur les besoins et sur l'objectif et le sens. Alors, la motivation, elle est aussi intrinsèque et extrinsèque.
c'est vrai qu'on vous dira toujours, un jeune à l'école, c'est important qu'il travaille pour lui. Bon, ça, c'est dans l'univers infini, ça. Mais en général, ce qui se passe aussi, et c'est d'ailleurs dans les apprentissages, il y a des nouveaux ouvrages au niveau de la pédagogie. Il y en a un qui est sorti tout récemment qui dit « C'est profs qui aiment les élèves ». Mais c'est vrai que parfois, on a vu que dans l'enseignement, les enfants qui sentent qu'ils sont appréciés, qu'ils sont aimés, qu'ils sentent que l'enseignant croit en eux, eh bien, ils vont le faire pour le professeur au début. On va le faire pour le parent ou pour l'éducateur qui croit en moi. Alors, ok, ce n'est pas la meilleure des motivations parce que c'est quand même fragile, mais c'est comme pour le brocoli. Ça donne envie de le goûter et puis on verra bien si on aime ou on n'aime pas le brocoli, mais au moins, ça donne l'envie d'essayer. On y va d'abord parce qu'on nous dit que c'est bien d'y aller, on nous pousse un peu à la charrette, mais après, au moins, on teste et après, une fois qu'on a testé, on peut voir si on accroche ou pas. Donc, d'abord, des motivations souvent intrinsèques et qui peuvent peut-être devenir après extrinsèques et donc me donner envie. Voilà, je me motive moi-même, je suis motivée par les autres, mais bon, ça me fait bouger. Alors, j'ai passé la parole à Pascal parce qu'on a un petit triangle de la motivation qu'on utilise régulièrement qui vient d'HEP et qui reprend un peu ces idées pour mettre de la motivation en action. Voilà, merci Anne-Catherine. Bien, donc, on est avec un petit triangle ici. Hein, vous voyez, désir, besoin, opportunité. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai imaginé, donc c'est mon collègue Daniel Mignolet qui un jour est arrivé avec ça. Et il faut savoir que notre collègue Daniel, en fait, il vient du monde du privé. Et dans le monde du privé, bah oui, il y a le marketing. Et derrière le marketing, bah, on ne va pas travailler uniquement sur les besoins. Alors, la seule chose, mais je ne l'ai pas remarqué, c'est que normalement, on met le besoin en haut, le désir à droite et l'opportunité à gauche. Mais ce n'est pas grave. Donc, l'idée est la suivante, c'est bien sûr, il faut que quelque chose s'appuie sur les besoins des gens, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de connaître les besoins des gens, ce n'est pas suffisant de répondre aux besoins des gens pour les bouger, pour les mobiliser. Et donc, il faut travailler sur autre chose. Et cette autre chose, c'est le désir. C'est le plaisir. Mais il faut aussi que ça rencontre une opportunité. Alors, je vous donne un exemple tout simple. Vous marchez dans la rue, comme tout être humain, vous avez besoin de manger, bien sûr, pour survivre, et vous passez à côté d'une pâtisserie. Et dans cette pâtisserie, il y a une magnifique tarte au sucre. Donc, votre besoin, c'est bien sûr de manger pour vivre. Enfin, on peut vivre sans manger de tarte au sucre. Mais alors là, vous avez le désir, le plaisir qui est « je mangerai bien mon petit 4 heures ». Et puis, l'opportunité, c'est que vous passez devant cette pâtisserie et ça vous fait envie. Et les gens du marketing vont même vous dire qu'en fait, le besoin, il ne doit même pas exister, on peut le créer. Le besoin est donc quelque chose même parfois d'artificiel. Mais pour que ça tienne sur la longueur, eh bien, il faut que le besoin continue à exister. Et ce triangle de la motivation, il va fonctionner tant au niveau du collectif qu'au niveau de l'individuel. Alors, je vous donne 2 exemples. Premier exemple, collectif. Donc, nous sommes en Belgique, dans un petit village qui s'appelle Beauvenistier. Petit village qui a un gros problème, tout simplement parce que, bien sûr, il y a beaucoup de jeunes familles qui sont là. Ils ont une école, donc c'est une petite école du village, tant mieux. Mais les parents ne souhaitent pas mettre leurs enfants dans la petite école du village. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette petite école n'a pas la possibilité de leur offrir des activités ou une garderie le matin ni le soir. Et donc, pour les parents qui travaillent, ce n'est pas possible. Donc, les parents mettent leurs enfants dans les écoles d'à côté. Et donc, du coup, ils quittent le village. Et puis, ça, c'est un besoin. Et puis, le fait est qu'il y a une opportunité, tout simplement parce qu'on découvre que dans, justement, la petite école du village, se trouve ce qu'on appelle un four banal. Alors, un four banal, c'était utilisé à l'époque, bien sûr, notamment pendant la guerre, et les habitants du coin, les villageois, avaient l'occasion de cuire leur pain dans ce four banal. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont imaginé? Ils ont imaginé de surfer sur le plaisir et le désir, et ils ont créé le village du pain, et une fois par an, ils organisent une grande fête, tous ensemble. Ils invitent évidemment, ils font beaucoup de publicité pour que les gens viennent d'un peu partout, au moins en région wallonne, et grâce à l'argent ainsi collecté, ils ont pu faire en sorte qu'il y ait une garderie et des activités pour garder les personnes dans le village. Mais on peut aussi penser que cette mobilisation fonctionne tout aussi bien avec l'individuel.
Si je prends un exemple bien connu, je pense, des intervenants sociaux, nous avons des personnes et des jeunes notamment qui se trouvent dans la rue. Pensons à ces jeunes filles parfois très jeunes qui sont dans la rue et on a beau leur proposer d'autres choses, rien n'y fait. Or, le fait est qu'à un moment donné, elles se trouvent enceintes et les travailleurs sociaux remarquent effectivement à ce moment-là, alors qu'il y avait peut-être déjà à l'époque un besoin d'avoir un logement, c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a un désir de vouloir mettre son enfant à l'abri qu'à ce moment-là, l'intervenant social devient une réelle opportunité pour cette jeune femme en lui proposant un logement adéquat pour elle et son enfant. Voilà. Dans la même idée de ce triangle-là, ce qui est intéressant aussi, que j'aime bien partager, c'est que souvent aussi, quand on demande, notamment dans les demandes qu'on reçoit, on demande souvent les besoins. C'est sûr que comme nous, par exemple, les gens viennent nous voir, ils demandent un logement. Parfois, c'est bien de pousser un peu plus loin, alors sans aller vers la maison 4 façades avec piscine. L'idée, c'est plutôt de savoir quel type de logement où il se voit habiter plus explicitement. Si c'est plus la campagne, la ville. Je pense toujours à cette personne qui sortait de prison qui disait, moi, c'est important que j'ai à franchir une porte parce que je viens de sortir de prison et moi, vivre dans un studio, je ne sais pas envisageable. J'ai besoin de pouvoir avoir une porte dans mon logement pour passer d'une pièce à l'autre. Ça, c'était vraiment quelque chose. Ça devenait peut-être plus un désir qui était quasiment un besoin, mais du coup, le fait de remplir ce désir-là, c'est sûr que ça permet mieux à la personne de s'approprier son projet. Et donc, nous, du coup, on peut vraiment devenir une opportunité. C'est vrai que c'est ce tri-là. Et le désir, on voit bien, c'est plus aussi lié au but et au sens qu'on met aussi. Et le travailleur social peut être cette opportunité, on peut le mettre dans ce triangle-là. Voilà, et donc c'est sûr que si on travaille sur ces aspects-là, encore à développer, c'est vraiment un menu, il y aurait vraiment à creuser là-dessus, mais ça nous donne au moins des portes d'entrée à pouvoir travailler avec nos jeunes en tenant compte les besoins, le but, le sens. Si je travaille sur ces aspects-là, je risque peut-être de faire bouger mon jeune de sa PlayStation.